Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. En prélude à l'élection présidentielle de 2026, le gouvernement béninois appelle les ressortissants vivant à l'étranger à procéder à leur enrôlement au RAVIP au plus tard le 30 septembre 2025. Objectif, permettre à la diaspora de participer au scrutin à venir. Ceci est un appel du ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Il vise à actualiser la base de données des citoyens béninois de la diaspora et de garantir leur inscription sur la liste électorale. Les représentations diplomatiques et consulaires sont mobilisées pour accompagner les Béninois résidant à l'extérieur dans cette démarche. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a officiellement remis à la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ce lundi 4 août 2025, le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias, CDEM. La cérémonie s'est tenue au siège de l'institution à Cotonou. Au total, 200 exemplaires de ce document actualisé ont été remis à la HAC. Ce geste symbolique marque une avancée majeure dans la quête d'un journalisme responsable adapté aux réalités numériques actuelles. Lors de la remise, le président de l'ODEM, Ulrich Rotondji, a souligné l'importance de ce document pour l'avenir du journalisme béninois. Il a invité des professionnels des médias à s'en approprier pour améliorer la qualité de l'information. Le secrétaire général de la HAC, François Aoudo, a salué l'initiative et a félicité les initiateurs. Ce nouveau code se veut plus complet et plus adapté. Il passe de 26 à 33 articles répartis entre 25 devoirs et 8 droits du journaliste. Au micro de Ansem Orisha et de Modeste Adanzeto, Firmin Bécan, vice-président de l'ODEM, a évoqué le contexte de la révision du code, les démarches menées et les nouvelles dispositions incluses. Suivons-le. Dans ce nouveau code, il y a un glossaire qui définit désormais les thèmes comme sûreté de l'État, vie privée, détresse émotionnelle, désinformation, malinformation. On a défini tout ça là, si bien que l'acteur des médias, le journaliste aujourd'hui qui veut produire une émission ou produire un article n'a plus trop de soucis à se faire lorsqu'il a le code à portée de main. Et il va savoir quel domaine il veut aborder. Et cette petite définition, mais qui posait de sérieux problèmes, ne vont plus lui constituer d'handicap, de barrage. En termes d'innovation, nous pouvons également dire que le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, de la mésinformation, de la malinformation, comme je le disais tout à l'heure. Dans le nouveau code, nous avons une partie qui est consacrée aux directives, qui sont en quelque sorte des recommandations que l'ODEM a eu à faire à l'endroit des politiques, des acteurs de la société civile et des acteurs des médias eux-mêmes. Le nouveau code a insisté également sur la confraternité. Là, je fais recours à l'article 17. Nous devons, d'après le nouveau code, se donner désormais la main en tant que journaliste professionnel des médias pour ne pas se laisser aux manipulations des politiques. Le nouveau code a mis un accent particulier sur nos confrères qui se retrouvent en position d'attaché de presse ou de chargé de mission ou de commis. Et quand ils s'y trouvent, nous saluons, nous applaudissons, nous les félicitons, mais ils perdent tout avantage lié à la carte de presse désormais, quand ils sont à cette mission, puisqu'ils ne sont plus véritablement journalistes. Quand ils vont quitter la mission, ils vont retrouver leur maison en bonne et due forme et ils redeviennent journalistes. Le nouveau code a mis le doigt sur un sujet spécial qui a fait de débats houleux, à savoir la question des per diem.
Le nouveau code demande aujourd'hui que le journaliste ne soit plus instrumentalisé, humilié, avili sur le lieu de reportage. Également sur le lieu de reportage, le nouveau code a prévu des dispositions qui protègent davantage le journaliste. Cela implique que le journaliste va mieux se porter. Le journaliste va mieux se porter parce que quand vous prenez les 33 articles dont j'ai parlé tout à l'heure sur toute la ligne, à travers même les devoirs, il y a beaucoup de choses qui protègent le journaliste. Donc, l'acteur des médias que nous sommes, nous allons mieux nous sentir. Avec ce nouveau code, je pense que c'est pour le bien des journalistes. Les conclusions tant attendues de l'audit du fichier électoral béninois ont été dévoilées ce mardi à Cotonou. Conduite par 4 experts internationaux, cette mission commanditée par le comité de pilotage COPIL a permis d'évaluer la qualité et la fiabilité du registre électoral national dans la perspective des élections générales de 2026. Au terme de leur analyse, les auditeurs ont constaté que le Bénin dispose d'un fichier électoral bien dédoublonné, fondé sur un registre national de l'état civil rigoureux. L'existence d'un identifiant personnel IP attribué à chaque citoyen a permis, selon eux, d'éliminer efficacement les doublons dans la base de données électorales. Les mécanismes de contrôle et de détention et de détection, j'y arrive, mis en place par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, sont jugés efficaces, sécurisés et conformes aux standards internationaux. Toutefois, les experts ont émis une réserve majeure concernant la prise en compte des nouveaux majeurs. À ce jour, la loi électorale retient la date du premier scrutin de l'année électorale comme référence d'âge, ce qui exclut les citoyens qui atteignent 18 ans entre ce scrutin et les suivants, notamment lors des années à l'élection multiple. Pour y remédier, il recommande de prendre la date de chaque élection comme référence pour déterminer l'éligibilité des électeurs, ce qui suppose la création de listes électorales dynamiques adaptées à chaque type de scrutin. Sur un autre volet, mesdames et messieurs, les cours de vacances ont repris dans plusieurs établissements scolaires. Lancés dans certains établissements dès la dernière semaine de juillet et dans d'autres au début du mois d'août, ces cours de soutien vise à préparer les élèves à la prochaine rentrée académique. Objectif, renforcer les acquis, combler les lacunes. Notre équipe s'est rendue sur le terrain pour constater l'effectivité de ces séances. Reportage. Ces élèves du cours primaire et du cours secondaire ont démarré il y a quelques jours les cours de vacances. C'est une manière pour eux d'occuper la matinée de leur période de repos, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. Je sais que les cours de vacances vont me permettre à développer mon niveau parce que j'ai besoin de certains niveaux, certaines appréciations du prof. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour pouvoir être prête l'année prochaine pour savoir mieux ce qui va m'attendre. Pendant un mois, ces élèves reçoivent des cours dans plusieurs matières comme la mathématique, le français, la science de la vie et de la terre, SVT et autres matières. L'avantage est qu'ils seront mentalement et physiquement prêts pour la prochaine rentrée scolaire. Les cours de vacances, c'est d'abord pour que les élèves évitent d'oublier ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière et pour faire aussi des projections sur ce qu'ils auront à faire l'année prochaine dans des matières fondamentales. Puisque l'enfant sait déjà de quoi il sera question l'année prochaine, les difficultés qu'il pourrait rencontrer seront aplanies déjà dans les vacances avant que l'enfant ne commence les cours. Les cours de vacances sont toutefois conseillés malgré la déviance qu'observent parfois les élèves au cours de cette période. On demande d'abord aux parents de suivre ce qui se passe dans les écoles. Ils peuvent venir dans les établissements pour savoir
comment les choses sont organisées. Et deuxièmement, c'est nécessaire pour eux. Il ne faut pas, parce que ça leur permet au moins d'éviter que les enfants fassent du désordre. Vous savez aujourd'hui que les enfants, quand on les laisse, ils font ce qui leur passe par la tête. Et le parent lui-même, s'il suit bien l'enfant, il sait déjà de quoi il sera question l'année prochaine, ce que vaut l'enfant, les dispositions qu'il doit prendre et pour que l'enfant réussisse l'année prochaine. Même si les vacances sont dédiées au repos, après 9 mois de cours, il est toujours bien de mettre le temps à profit pour acquérir d'autres connaissances. Hors de nos frontières, le Conseil constitutionnel a rejeté ce mardi 5 août le recours de Maurice Kamto, le considérant comme, je cite, non fondé. Fin de citation. Le candidat du Manidem et principal opposant du président Paul Biya ne pourra donc pas prendre part à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Voici les précisions. Pour Maurice Kamto, la sanction est tombée tel un coup péré. Le candidat du Manidem ne prendra pas part à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Son recours devant les juges du Conseil constitutionnel a été rejeté ce mardi 5 août. L'instance a confirmé la première invalidation prononcée le 26 juillet 2025 par le Conseil électoral. Cette sanction est définitive, les décisions du Conseil constitutionnel n'étant susceptibles d'un recours. C'est l'épilogue d'un long feuilleton entamé depuis 1 an sur les moyens dont disposait l'ancien président du MRC, Mouvement pour la reconnaissance du Cameroun, pour soutenir son ambition pour cette présidentielle de 2025, explique un correspondant à Yaoundé. Maurice Kamto, dans un premier temps, soutenait que son parti d'alors, le MRC, remplissait toutes les conditions pour l'investir comme candidat malgré le boycott des élections municipales et législatives de 2020 et en dépit du fait qu'il ne disposait pas d'élus. Mais face à la menace persistante d'une invalidation sous la bannière du MRC, avancée régulièrement par le ministère de l'administration territoriale, Maurice Kamto a fait appel courant juillet 2025 au Manidem pour porter sa candidature. Une démarche qui a été aussitôt contrariée par une autre candidature émanant de la même formation politique. Le Manidem s'est ainsi retrouvé avec 2 candidatures, ce que proscrit la loi électorale. L'instance plaidoyer effectuée ce lundi 4 août devant les membres du Conseil constitutionnel par Maurice Kamto et ses avocats pour tenter de sauver sa candidature n'a pas suffi. Il sera donc absent de l'élection présidentielle. Autre information hors de nos frontières, aux États-Unis, à partir du 20 août, en principe, vont mettre en place un projet pilote d'une durée de 12 mois dans le cadre de leur politique de lutte contre l'immigration illégale. Les demandeurs de visa devront verser une caution pouvant atteindre $15,000, soit environ 14 000 €. Cette mesure fait partie des initiatives lancées sous l'administration Trump. La liste précise des pays concernés ne sera publiée au lancement du programme, mais de nombreux pays africains sont déjà dans le viseur. Dans ce contexte, le département d'État américain précise que les pays concernés par la nouvelle caution sont ceux dont les ressortissants présentent des taux
élevés, de dépassement de la durée de séjour autorisée ou ceux pour lesquels les informations de contrôle et de vérification sont jugées insuffisantes, des critères laissés à l'appréciation des agents consulaires. En Afrique, l'Angola, le Liban, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Nigeria, le Cap-Vert ou encore le Burkina Faso pourraient être concernés. Ces pays présentaient en 2023 des taux de dépassement de visa supérieurs à 10%. Les ressortissants de ces pays devront bientôt verser une caution de 5 000, 10 000 ou 15 000 $, soit environ 4 600 €, 200 € ou 13 800 € lors de leur demande de visa, qu'il s'agisse de tourisme ou d'affaires. Ce dépôt de garantie sera remboursé si le visa est refusé ou si le demandeur respecte les conditions de séjour. Retour dans le pays d'origine dans les délais non-emploi sur place. Selon les autorités américaines, environ 5 000 personnes auraient dépassé la durée légale de séjour aux États-Unis en 2023. Et pour terminer, en Guinée, l'opposition dénonce l'utilisation des moyens de l'État pour la campagne du oui au référendum sur le projet de nouvelle constitution. Dans un décret lu le lundi 4 août, le président de la transition a convoqué le corps électoral pour le 21 septembre 2025, ce qui entérine la date du référendum plusieurs fois repoussée depuis la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya en 2021. Dans cette perspective, le gouvernement a entamé une campagne de vulgarisation du contenu de ce projet depuis quelques semaines partout en Guinée. Mais cet exercice de vulgarisation suscite la polémique. C'est la fin de ce bulletin d'information.